Bienvenue à la séance 6. Bonjour. On va entamer la suite. Dans la séance 6, on va débuter toujours sur le modèle de Solow, le modèle de croissance exogène. Donc, on avait vu dans la séance précédente que, en fait, Solow, il va reconnaître que la croissance elle aboutit à une situation, c'est-à-dire de l'état régulier qui correspond c'est-à-dire à la stabilité de la croissance, c'est-à-dire la croissance va s'arrêter avec ce qu'il va appeler une situation de convergence. Et cette situation de convergence, en fait, elle est justifiée par le fait que c'est-à-dire l'investissement, à un certain moment, il va engendrer ce qu'on appelle des rendements décroissants. Donc, cette situation stationnaire, ou bien d'arrêt de la croissance, il correspond à une situation où l'investissement est équivalent, c'est-à-dire le stock de capital par tête, ou bien la variation du stock de capital par tête, c'est-à-dire correspond à la situation où la dépréciation, l'amortissement et la croissance démographique est identique à l'investissement par tête. Donc, contrairement à l'investissement matériel qui engendre des rendements décroissants, Solow il va introduire aussi ce qu'on appelle l'investissement humain, c'est-à-dire l'investissement sur le capital humain. Il va considérer que l'investissement sur le capital humain à travers ce qu'on appelle des formations supplémentaires ou bien à travers des formations de recyclage, ça permet d'augmenter l'efficacité du travail dans la même proportion. Ce qui veut dire que l'investissement humain il va engendrer des rendements non pas décroissants, mais des rendements constants. C'est-à-dire qu'on va assister à une augmentation proportionnelle, c'est-à-dire de la productivité du facteur travail lié à l'élévation du niveau de qualification qui résulte de formations supplémentaires. Si l'économie tend vers un ratio d'équilibre stable entre capital humain et capital physique, ce ratio peut au départ être différent de sa valeur de long terme. C'est-à-dire l'ampleur de cet écart entre le ratio capital humain, capital physique, avec son ratio d'équilibre de long terme. Donc cet écart, s'il est important, donc on va assister à une croissance du produit par habitant qui est rapide. Mais par contre, si ce ratio capital humain, capital physique se rapproche du ratio d'équilibre, le rythme de croissance va se ralentir. Donc, le modèle de Solow qui ajoute un investissement en capital humain, un investissement en capital technique, donc permet à la fois d'expliquer la convergence de certains pays et l'accentuation des inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. Donc, pour Solow, la convergence, il provient des efforts d'investissement en capital humain, en capital technique. Cet effort d'investissement va combler le retard donc entre ce qu'on appelle les pays qui ont c'est-à-dire les pays riches et les pays qui sont en voie de développement. Et donc cette convergence provient en fait, comme on a dit, des efforts d'investissement en capital humain et en capital technique. Ils peuvent transférer, donc les pays, c'est-à-dire qui ont un retard en termes c'est-à-dire d'équipement, ils peuvent transférer chez eux les techniques de production des pays les plus en avance grâce à une main-d'œuvre mieux formée. On considère que la hausse aussi, selon il va considérer que l'augmentation du taux d'épargne, il produit aussi des effets sur la croissance économique. Donc, lorsque les individus relèvent leur taux d'épargne, ils accroissent les possibilités de production de l'économie
en entraînant, toutes choses restant égales par ailleurs, un approfondissement de l'intensité capitalistique. C'est-à-dire que lorsque le taux d'épargne augmente, voilà ici sur ce schéma-là, donc lorsque le taux d'épargne augmente, on assiste à, c'est-à-dire à l'évolution du ratio d'équilibre de long terme. On passe c'est-à-dire d'une intensité capitalistique 1 vers une intensité capitalistique plus importante 2. L'intensité capitalistique, on a défini l'intensité capitalistique, c'est le stock du capital par tête, c'est-à-dire par travailleur. C'est ce qu'on appelle ici l'intensité capitalistique. Donc l'augmentation du taux d'épargne permet d'augmenter cette intensité capitalistique. Donc, en déplaçant vers le haut la courbe c'est-à-dire de l'investissement, une hausse de taux, c'est-à-dire qui résulte d'une hausse du taux d'épargne, entraîne un accroissement de l'intensité capitalistique. Mais il faut noter que c'est-à-dire l'augmentation du taux d'épargne, elle exerce un effet de niveau, c'est-à-dire il ne va pas influencer le rythme de croissance. Par contre, c'est-à-dire il va simplement, c'est-à-dire qu'il entraîne un accroissement de l'intensité capitalistique et non pas un accroissement du taux de croissance, c'est-à-dire du rythme de croissance. En d'autres termes, le relèvement ne fait que modifier le sentier de croissance, mais pas le rythme de croissance. Donc, il y a un déplacement du sentier de croissance. Donc, dans ce modèle, la croissance qui est due en grande partie au progrès technique exogène ne peut pas être un phénomène auto-entretenu, puisqu'on a considéré que la croissance, c'est-à-dire le progrès technique, elle est exogène. Donc, en raison du caractère exogène du progrès technique. Ce modèle s'est cependant écarté de la réalité en considérant en fait que la croissance économique par tête devait à un certain moment diminuer et finir par cesser de progresser, c'est-à-dire on va atteindre à un certain moment l'état stationnaire. Ainsi, en l'absence d'innovations technologiques qui sont continues, la croissance du produit par habitant, il va cesser du fait de ce que cela avait défini comme rendement décroissant des facteurs de production. Donc, mais par contre, dans la réalité, les observations ont montré que la croissance économique progressait même à un rythme ralenti et demeurait toujours un fait majeur de toutes les économies développées. Donc, donc, par la suite, il y a développement des théories sur la recherche et développement, et principalement, c'est des théories qui vont considérer que, en fait, c'est-à-dire la technologie ou bien le progrès technique, il est pas exogène, mais il est endogène. Et ces recherches-là, il revient surtout aux travaux de Romer. Romer, c'est-à-dire, il va reconnaître que en fait le progrès technique, et il faut pas, c'est-à-dire on va plus le considérer comme exogène, mais endogène. Et il va présenter une nouvelle théorie de croissance qu'on va appeler la théorie de croissance endogène, basée sur, c'est-à-dire l'endogénéité du progrès technique. Donc les théories de la croissance endogène, ils sont apparus en 1986, donc en réaction à la conception exogène de la croissance développée par Solow. Donc ces théories, ils vont mettre l'accent sur le stock de capital technique et humain et sur le fait des externalités positives issues, donc qui provient de la formation et de la recherche. Ces externalités positives, ils vont permettre d'auto-entretenir la croissance économique, c'est-à-dire on va considérer en fait que la croissance elle est endogène et n'est pas exogène du fait de l'existence de ces externalités positives qui génèrent des effets positifs sur la croissance. Donc, ce modèle de croissance endogène, il va dépasser le simple cadre des biens physiques, donc les biens physiques, c'est-à-dire les machines, les équipements, pour introduire aussi le rôle du capital humain
sous toutes ses formes, surtout à travers les travaux de Lucas. Et donc, l'auteur Lucas, il va mettre l'accent sur les compétences humaines, la qualification, sur la formation, sur l'expérience, sur aussi les conditions physiques humaines en termes de santé. Donc, cet enrichissement du modèle par l'investissement en capital humain a été donc pris dans le cadre du court terme. Les rendements des facteurs ne sont plus décroissants au niveau global. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les externalités et qui permettent de remédier à ces rendements décroissants. Et de ce fait, on a une certaine compensation qui va permettre de réduire les effets des rendements décroissants. Ensuite, on donne ici l'exemple, si une formation permet de transformer du travail non qualifié en travail plus qualifié, c'est-à-dire on va utiliser plus d'équipements complexes, ce qui va augmenter la productivité. Donc, cette formation, elle réalise aussi indirectement l'augmentation du niveau technologique du pays, ce qui va en parallèle repousser l'État régulier et donc va aussi, c'est-à-dire étendre le rythme de croissance. De même, l'accumulation du capital pour chaque firme, ça permet donc d'acquérir des connaissances qui vont bénéficier aussi aux autres firmes, parce qu'on a ce qu'on appelle avec le facteur d'externalité et la diffusion aussi de connaissances. Donc, l'apprentissage par la pratique et la diffusion du savoir élimine donc la décroissance des rendements du capital, parce qu'on a ce qu'on a dit, les effets d'externalité. Donc, la théorie de croissance exogène, donc, du fait qu'il est abouti à des limites, notamment en considérant le progrès technique comme un aspect exogène. Donc, c'est-à-dire on ne peut pas obtenir de taux de croissance positif longtemps. Donc, face à cette limite, cette théorie de croissance endogène va développer d'autres pistes de recherche qui vont, c'est-à-dire remettre en cause la théorie exogène de croissance. Donc, ces nouvelles théories vont considérer le taux de croissance comme endogène, résultant des activités économiques elles-mêmes. C'est-à-dire, selon cette théorie, la croissance est auto-entretenue. Et les auteurs initiateurs de cette théorie sont Paul Romer, Robert Lucas et Robert Bao. Donc, cette croissance s'explique par l'accumulation de trois formes de capitaux. Il y a le capital humain, public. Ici, on considère au niveau du capital humain la formation. Le capital biblique, c'est-à-dire, on va voir ça en détail, le capital physique auquel on associe la technologie. Donc, le rythme d'accumulation de ces variables va dépendre en fait du choix économique. C'est pourquoi on parle de croissance endogène, c'est-à-dire que c'est la politique économique qui va influencer le rythme de croissance. Et de ce fait, on considère que la croissance, c'est un phénomène qui est endogène et non pas exogène. Chacun des théoriciens de la croissance endogène va produire des modèles particuliers qui vont, c'est-à-dire mettre en évidence cette endogénité de la croissance. On a ici donc l'investissement, on a les trois formes d'investissement, le capital humain, capital public, capital physique et technique. Dans le capital public, il y a l'infrastructure, recherche fondamentale et il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation. Dans le capital humain, vous avez ici la qualification, scolarisation, la santé et ainsi de suite. Donc, cette théorie repose sur l'analyse des conditions économiques qui favorisent le changement technique. Donc, chaque changement technique provient d'une idée, c'est-à-dire d'une nouvelle idée, qui va être testée et qui va être introduite dans le processus de production. Pour Romer, il va considérer le progrès technique n'est pas exogène, il est en fait produit.
Son niveau de production va dépendre de la rémunération attendue, c'est-à-dire des droits de propriété et des rentes monopolistiques que va générer ce progrès technique, c'est-à-dire ces idées nouvelles. C'est-à-dire lorsqu'on introduit, on développe une nouvelle idée ou bien lorsqu'on développe une innovation, cette innovation, il va faire l'objet d'un droit de propriété, c'est-à-dire ce qu'on appelle un brevet, et aussi il va générer ce qu'on appelle des rentes monopolistiques. Donc ceci va conditionner donc, en fait le rythme du développement du progrès technique. Donc si on considère qu'on a un travail et un capital utilisé auquel on ajoute des idées nouvelles génératrices de changements techniques, cela va générer des modifications. Contrairement donc, au capital qui a des rendements décroissants, et le travail aussi, il a des rendements décroissants, on considère que le fait de soumettre le facteur travail à des formations, à des séances de formation va générer des rendements qui sont constants. Et si on effectue sans cesse, c'est-à-dire chaque fois on va investir sur le capital humain, sur le facteur travail, et avec aussi l'introduction de nouvelles idées, des innovations, on va aboutir à des rendements croissants qui vont compenser les rendements décroissants du capital. Donc pour Romer, le rythme de croissance ne se ralentit pas. Donc, même à l'approche de l'état régulier comme le prétendait Solow, le rythme de croissance il va dépendre du nombre de chercheurs et de leur productivité. C'est-à-dire que la capacité des rendements croissants de la recherche et de la formation va compenser les rendements décroissants de l'investissement matériel. Également, la diffusion de la connaissance parmi les producteurs et les effets externes du capital humain, c'est-à-dire on va assister à une diffusion aussi de compétences et de connaissances au sein des travailleurs. Ceci va éviter donc la baisse des rendements de l'investissement et on va assister à une croissance qui va être permanente. Contrairement donc aux approches néoclassiques, Romer reconnaît cependant que le marché ne suffit pas donc à assurer une croissance continue à long terme. Donc Romer il va reconnaître que l'État il a un rôle à jouer à travers la fiscalité qui va rémunérer les innovateurs ou bien les chercheurs. C'est-à-dire, lorsqu'on aura des innovations, il faut que ces innovations ne soient pas taxées, c'est-à-dire les bénéfices qui résultent de ces innovations, que ce soit en termes de produits nouveaux ou bien en termes de procédés, on doit donc subventionner sous forme de détaxation, ainsi aussi à appliquer des mesures juridiques qui vont inciter la recherche et le développement et les externalités de connaissances. Donc, le capital humain désigne, donc on va définir ici la notion de capital humain, il désigne l'ensemble des capacités apprises par les individus et qui accroissent leur efficacité productive. Donc chaque individu est en effet propriétaire d'un certain nombre de compétences qu'il valorise en les vendant sur le marché du travail. Donc dans ce schéma, l'éducation est aussi considérée comme un investissement dont l'individu attend un certain retour. De plus, la tendance à l'allongement de la durée moyenne de la scolarité est une cause aussi considérée comme importante de la croissance. Les infrastructures de communication et de transport, c'est ce qu'on appelle ici le capital public, sont au cœur et sont développés par le modèle de Barrow. Donc ce capital public n'est qu'une forme du capital physique en fait. Mais simplement, la différence, c'est que ce capital public, il est réalisé par l'État. C'est un investissement qui est effectué par l'État et les collectivités locales. Le capital public, il comprend aussi les investissements dans le secteur de l'éducation et la recherche. Donc, c'est-à-dire en mettant en avant, ou bien en mettant en évidence le rôle du capital public, cette nouvelle théorie de la croissance souligne en fait les imperfections du marché parce qu'on va rendre l'État va être considéré comme un agent économique
à travers ces investissements. Donc, outre l'existence de situations de monopole qui constituent en fait une entrave à la concurrence, ces imperfections tiennent au problème de l'appropriation de l'innovation. Aussi le problème de l'innovation, c'est-à-dire du progrès technique, il est un peu sanctionné si l'État n'intervient pas. Il est sanctionné par le marché de façon négative. C'est-à-dire, donc on va les externalités entre les firmes, l'existence des externalités entre les firmes, une innovation, il va se diffuser d'une façon ou d'une autre dans la société, ce qui va perdre, ce qui va générer une perte pour c'est-à-dire les propriétaires ou bien les droits de propriété de cette innovation. Donc, parce qu'on a l'effet d'externalité qui permet à toute innovation de se répandre entre les différents agents économiques. Donc, on va assister à une rentabilité qui est faible, ou bien que les innovateurs ne vont plus être motivés pour établir de la recherche et développement. Donc, pour dissuader l'agent économique à investir dans la recherche et développement, c'est-à-dire ce qui va rendre les agents économiques moins intéressés à l'investissement en recherche et développement, dans ce cas, l'État il a un rôle important à jouer, c'est-à-dire il doit créer des structures institutionnelles qui vont soutenir la rentabilité des investissements privés dans les activités de recherche et que l'État doit aussi subventionner les activités insuffisamment rentables pour les agents économiques, mais qui sont indispensables à la société. Ces subventions vont provoquer en fait de fortes externalités positives pour les autres agents économiques et de ce fait, on va améliorer la croissance. Cette augmentation de la croissance accroît donc les recettes de l'État et ce qui va permettre à l'État d'augmenter ses dépenses dans les secteurs ou bien dans les activités qui sont génératrices de croissance. Donc, on considère ici donc, que la croissance, en fait, c'est un facteur qui est endogène. Donc, dans ces modèles, l'État a un rôle important. Il doit favoriser l'accumulation des externalités en subventionnant ou en dépensant pour augmenter des externalités positives. On a ici un schéma c'est-à-dire qui résume la théorie de la croissance endogène. On a ici les différentes formes de capitaux, c'est-à-dire d'accumulation de capital. Et on a ici les trois auteurs. Et donc ces flèches rouges, elles matérialisent en fait ce qu'on appelle la croissance auto-entretenue. À travers donc la recherche fondamentale va générer donc c'est-à-dire l'introduction des innovations au niveau du capital physique et technique, ce qui va permettre d'accroître donc la productivité et la croissance. Également, l'investissement sur le capital humain, donc c'est-à-dire au niveau de l'éducation, va augmenter la valeur ou bien l'efficacité du capital humain. Aussi, la formation va augmenter l'efficacité du capital humain. Et aussi l'investissement public aussi qui va contribuer à augmenter la croissance. Donc, ça, c'est un schéma c'est-à-dire qui résume, qui synthétise la théorie de la croissance endogène. Et on s'arrête là, je vous remercie.